Je suis en pleine recherche d'une nouvelle action à acheter sur mon PEA et j'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle on a utilisé le screener pour essayer de trouver plusieurs entreprises intéressantes dont Micronic AB qui en faisait partie. Donc vous allez voir, on va l'analyser en profondeur aujourd'hui, on va voir si oui ou non cette entreprise vaut le coup sur PEA. Et également, on avait parlé de Fortnox AB qui pouvait être une entreprise intéressante, mais le problème c'est que cette analyse s'est vue couper l'herbe sous le pied, puisque vous le savez, dans ma vidéo screener, je me suis uniquement basé sur des critères quantitatifs, sans aller voir les parties fondamentales. Et il s'avère en fait qu'une OPA a été faite sur Fortnox pour 89 couronnes suédoises par action. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être rachetée et privatisée, donc elle va être retirée complètement de la cote. Vous ne pourrez plus l'acheter en bourse, donc du coup, forcément, ça ne sert plus à rien d'analyser Fortnox AB. C'est pourquoi on passe directement à Micronic AB. Donc vous allez voir, vous allez comprendre le business model de cette société. C'est aussi une société suédoise. Et ensuite, je ferai les analyses PEA de Alten, Investor AB, Lotus Bakeries et Robertet. Ce sont des entreprises PEA que vous m'avez demandé depuis pas mal de temps. Et vu qu'on est en quête d'une nouvelle action, eh bien pourquoi pas se focus dessus ces prochaines semaines. Donc, Micronic AB, concrètement, c'est une entreprise suédoise qui a pour ticker MYCR, elle est cotée à la bourse de Stockholm. Elle a une petite capitalisation de 3,47 milliards d'euros, donc elle peut être qualifiée comme small cap ou mid cap en fonction des définitions. Elle est donc éligible au PEA, elle verse un petit dividende de 0,52% et elle est dans le secteur de l'industrie. Vous pouvez voir également une belle performance de son cours de bourse à droite avec 20% de CAGR sur les 5 dernières années. Au niveau de son histoire, elle a été fondée en 1970 en partie par un programme de recherche de la Royal Institute of Technology de Suède et ensuite elle a été cotée au Stockholm Stock Exchange en 2000 et elle a fait plusieurs acquisitions. En 2014, son nom a changé pour Micronic. Elle a racheté Royotech, Axon et AEI en 2016, VI Technologies en 2017, MRSI en 2018, en 2021 ATG Luther et Maelzer et Wan Cheng Xing qui ont été achetés. Et également, on peut noter les acquisitions dernièrement de Vanguard Automation en 2024 et de Modus High-Tech Technologies en 2024 également. Donc c'est une entreprise qui est relativement ancienne et surtout qui a fait de nombreuses acquisitions importantes au travers de son histoire. Au niveau de son business model, Micronic AB opère donc dans le secteur de l'industrie et surtout de l'électronique et des semi-conducteurs à travers plusieurs segments. Le premier et le plus important étant les pattern generators qui sont le développement de machines d'écriture laser, donc des mask writers pour la production de photomasques qui sont utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs et d'écrans. Donc vous allez voir, on va expliquer rapidement après ce que sont les photomasques. Les iFlex également, donc ça ce sont des équipements SMT, donc Surface Mount Technology et d'inspection pour les fabricants électroniques à haute flexibilité, donc principalement en Europe et aux États-Unis. Le High Volume qui sont des solutions de dispensing et de revêtement pour les productions à haut volume, donc là plutôt destinées au marché asiatique. Et Global Technologies qui sont des solutions différenciées comme le die bonding et les tests électriques pour circuits imprimés nus. Donc globalement, Pattern Generators, on est plutôt côté semi-conducteur et sur les trois autres, on est plutôt côté électronique. Vous pouvez voir au niveau de la répartition des segments que Pattern Generator représente plus de la moitié avec 56% des ventes. Donc ça, c'est la fabrication de photomasques et elle est également diversifiée géographiquement, mais avec une très forte dépendance à l'Asie. 74% si on prend la Chine, le reste de l'Asie et la Corée du Sud. Donc 74%, c'est quand même pas rien. Et très peu de données sont disponibles au niveau des clients de la société, mais on peut supposer que comme toute entreprise de ce secteur, elle est fortement exposée à TSMC, Samsung. On peut penser que la Corée du Sud avec les 12%, c'est principalement Samsung, donc les entreprises classiques que vous connaissez, donc forcément une très forte exposition à l'Asie. Et dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, elle se trouve en amont d'ASML, c'est-à-dire que Micronic fabrique des équipements pour fabriquer des photomasques et ensuite ces photomasques sont gravés en utilisant les machines qui sont fabriquées par ASML. Donc en fait, Micronic fabrique uniquement les photomasques et n'est pas directement impliqué dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Et elle possède plusieurs concurrents qui sont présents sur différents segments comme Nikon, Canon, Fuji, Yamaha et Panasonic qui sont les principaux. Est-ce que le management de la société est compétent? On retrouve dans les principaux dirigeants Anders Linkvist, qui est CEO depuis 2019 et précédemment CEO de Piap Group et cadre chez Atlas Copco. Donc vous allez voir, il y a pas mal de membres du management qui proviennent de Atlas Copco, qui est une autre entreprise suédoise. Il détient 20 000 actions, soit 739 milliards d'euros. Ensuite, on a Pierre Brorson, qui est CFO depuis 2021, précédemment CFO de Ramirent et également cadre chez Atlas Copco. Il détient 921 actions, donc beaucoup plus petit, avec 32 000 euros.
et Charlotte Samuelson, qui est directrice des Pattern Generators, donc le plus gros segment de la société. Elle est dans la société depuis 1996 et elle détient comme le CEO à peu près 20 000 actions, soit 739 millions d'euros. Au niveau des principaux actionnaires, on n'a pas de ligne notable, on n'a que des institutionnels. Donc ça, c'est pas forcément un bon point puisqu'on aime voir du skin in the game dans les sociétés. Et ici, on n'en a pas forcément, mis à part quelques membres du management qui possèdent des montants d'actions assez significatifs et également un peu d'ancienneté. On n'a pas forcément de fondateurs dirigeants, par exemple. Est-ce que l'entreprise a un avantage compétitif durable? Ici, on peut regarder la marge brute qui est à 54%, donc c'est très bon. On cherche des marges brutes supérieures à 40%. On a un ROIC très bon également à 28%. Et par contre, on a une note Morningstar qui est de narrow. Donc c'est-à-dire que Morningstar qualifie l'avantage compétitif de petit, de restreint. Elle possède des actifs intangibles puisque Micronic possède des technologies uniques et des brevets comme la technologie H-Probe pour les tests magnétiques à haute vitesse de MRAMS et de capteurs magnétiques. Elle a également des coûts de changement qui sont plus modérés, mais dans les industries où des équipements sont complexes et coûteux, les clients peuvent être réticents à changer de fournisseur une fois qu'ils ont investi dans un système et surtout une fois qu'ils ont formé leurs équipes. Donc forcément, ils ont tendance à rester avec un fournisseur précis. Est-ce que l'entreprise opère dans un marché attractif? Selon les prévisions, et ici j'ai pris les prévisions de Micronic elle-même qui fait des slides plutôt intéressantes sur l'évolution de ces différents marchés. On a 5,5% par an jusqu'en 2029 sur le marché global de l'industrie électronique. Et on a 7,7% par an jusqu'en 2029 pour le marché global des semi-conducteurs. Donc globalement, deux marchés en forte croissance. Mais ça, vous le savez, normalement, les semi-conducteurs et l'électronique sont des marchés qui sont tirés par des tendances de fond, des tendances séculaires, comme l'accroissement de l'électronisation avec les voitures, les maisons, le développement de l'IA et la part toujours plus croissante de la technologie dans nos vies. Donc forcément, ce sont des secteurs d'avenir. Quels sont les risques principaux au niveau de la société? Premier point, on a la cyclicité puisque Micronic dépend fortement des industries des semi-conducteurs matures et des écrans, donc avec les smartphones, TV, automobiles qui sont sensibles aux fluctuations économiques. Vous le savez, si vous êtes actionnaire par exemple d'ASML ou d'autres entreprises des semi-conducteurs, ce sont des entreprises cycliques. Ensuite, on a la concurrence puisque Micronic fait face à des concurrents comme ASML, Nikon, Canon, Fuji et Nordson. Alors même si ASML n'est pas présente directement sur le même marché, qui dispose de ressources plus importantes et domine certains segments. Et surtout en Asie, on a des acteurs locaux qui émergent comme Keda Industrial en Chine, qui pourraient offrir des solutions moins chères que Micronic, qui est principalement présente en Europe. On a également l'exposition géographique avec une forte exposition à l'Asie et aux différents risques qui en découlent, avec les pénuries, les droits de douane, les différents risques de conflits, etc. Et on a également l'acquisition récente de Robat en avril 2025 qui pourrait aussi compliquer l'intégration si les tensions s'aggravent. Est-ce que l'entreprise a une réputation favorable? Alors ici on peut regarder la note Glassdoor qui est une note délivrée par les employés, on a 3,6 sur 5. Mais ici, c'est assez difficile de trouver des informations. Plus la société est petite, plus c'est difficile de trouver des informations forcément. Donc au niveau des employés, l'appréciation est apparemment plutôt bonne d'après Glassdoor. Au niveau des clients, on n'a pas vraiment d'informations puisqu'on ne connaît pas les clients officiels de Micronic, mais on peut imaginer que c'est plutôt bon puisque sinon Micronic ne ferait pas affaire avec ses clients, surtout dans le B2B. Et au niveau du public, c'est plutôt neutre dans l'ensemble. Il n'y a pas de difficultés spécifiques pour ce type d'industrie ou de problèmes particuliers avec l'industrie des semi-conducteurs comme on peut l'avoir sur d'autres secteurs. Et on n'a pas forcément non plus de risques réglementaires particuliers ou de risques de procès antitrust par exemple. Est-ce qu'elle a un bilan solide? Ici on peut regarder donc l'interest coverage, on n'en a pas. Alors ici, je pense qu'il manque des données en fait pour la dernière année et je n'ai pas réussi à trouver non plus ces chiffres dans les bilans de la société. Donc c'est assez dommage, mais globalement, j'ai pas trouvé d'interest. Mais dans tous les cas, ça doit être très bas puisqu'on a un ratio de dette sur EBITDA de 0,1, donc l'entreprise n'a quasiment pas de dette. Et on a des goodwill sur assets par contre qui sont assez élevés avec 21%, mais ça ce sont les chiffres de 2023, puisque je n'ai pas réussi à trouver les goodwill pour 2024. L'entreprise a des intérêts et une dette donc quasi inexistante. Et le goodwill reste raisonnable malgré une stratégie d'acquisition qui fait partie intégrante de la stratégie globale d'expansion de la société. Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de capital? Ici, on peut regarder le CAPEX sur revenu qui est plutôt faible à 2,74% et le CAPEX sur OCF, pareil, à 12,04%. Donc ici, on est plutôt faible. Le niveau de capital requis est faible, mais là aussi, j'ai pas les chiffres pour 2024. Donc, on se base sur les chiffres de 2023. Et malgré sa présence dans une industrie qui est relativement capex intensive normalement, elle a étonnamment besoin de peu de capex par rapport à d'autres entreprises des semi-conducteurs comme ASML ou Amat par exemple.
ou même d'autres entreprises de l'électronique industrielle. Est-ce qu'elle alloue correctement son capital? Ici, on peut regarder le ROE qui est très bon à 29% et le ROIC qui est également très bon à 28%. On a un WACC assez faible avec 8,64%. Donc, on a un ROIC qui est supérieur au WACC. Donc, l'entreprise, a priori, génère de la valeur pour ses actionnaires et les retours sur capitaux de la société sont bons. Mais vous pouvez voir une forte baisse en 2020, 2021, 2022 qui ont été impactés notamment, je pense, par les acquisitions de ATG et de HC Xin que vous avez vu sur la timeline en 2022. Et c'est également démontré par l'augmentation du goodwill sur la même année. À quel point est-ce que l'entreprise est rentable? Ici, on peut regarder la marge opérationnelle qui est à 29%, donc c'est très bon, et la marge nette à 24%, très bon également. La société a de belles marges qui font partie du haut du panier pour ce type d'industrie, et elles ont été temporairement impactées en 2022, comme vous pouvez le voir, notamment suite aux acquisitions qu'elle a fait cette année. Est-ce qu'elle a eu une belle croissance par le passé? Ici, on a un sans faute avec une croissance du CA sur 5 ans à plus 10,38% par an, sur 10 ans plus 16,95% par an. Les EPS, on est à plus 14,58% par an et les EPS sur 10 ans, on est à plus 20,28% par an. Donc ici, on est très bon. Malgré, vous pouvez le voir sur le graphique à droite, une stagnation entre 2019 et 2023. Donc au niveau des EPS, on peut imaginer que la stagnation est due à la baisse des marges pendant la même période, probablement encore une fois due aux différentes acquisitions qu'a fait la société. Est-ce que le futur est radieux? Et ici c'est assez étrange puisqu'on a des prévisions de la part des analystes qui sont très faibles, avec une prévision de croissance du chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années de seulement 4,99% par an et des EPS sur les 5 prochaines années de seulement 3,74% par an. Donc ici on a des prévisions qui sont très faibles. Je n'ai d'ailleurs aucune idée de pourquoi les prévisions des analystes sont aussi faibles. C'est d'ailleurs plus faible que les prévisions du management de la société, mais c'est forcément un point noir qu'il faudrait creuser. Et également la société prévoit un impact mais modéré des tarifs douaniers de Trump, mais ça sera à voir courant de l'année 2025 puisque vous le savez, d'une semaine à l'autre, les politiques douanières de Trump changent du tout au tout. Est-ce que l'entreprise dilue ses actionnaires? Ici on peut regarder les SBC sur Free Cash Flow, on n'a pas de SBC donc ça c'est un bon point. On a également une diminution des actions en circulation mais c'est non significatif puisqu'en fait on n'a pas vraiment de rachat d'actions. Et l'entreprise du coup n'utilise pas de SBC et ne dilue pas, même si elle n'a pas forcément de rachat d'actions significatif non plus. L'entreprise verse-t-elle un beau dividende? Ici on peut regarder la croissance du dividende, sur les 5 dernières années c'était 11,2%, mais sur 10 ans c'est 0% et on a un payout ratio de 34%. Et 3 ans seulement d'augmentation. Donc ça c'est un gros point noir je trouve, c'est que le dividende a été réduit 2 fois, une fois en 2017 et une fois en 2020, en moins de 10 ans. Et donc ça pour moi c'est un gros red flag, puisque en général des baisses ou des coupures du dividende c'est vraiment un signe de mauvaise santé financière. Et en plus on peut ajouter ça également au red flag de la prévision des analystes qui est plutôt faible pour les prochaines années. Est-ce que l'entreprise a créé beaucoup de valeur pour ses actionnaires? Ici on peut regarder le cours de bourse, donc sur 5 ans on est à plus 21% et sur 10 ans plus 22% par an. Donc ici c'est très bon. Le cours de l'entreprise à long terme est impressionnant, dividende réinvesti, que ce soit sur 5 ou 10 ans. Malgré, comme vous pouvez le voir, une forte baisse en 2022, mais ça j'ai envie de vous dire, en 2022 c'était le cas pour toutes les entreprises des semi-conducteurs. Ici je vous mets le petit tableau récap de tous les critères, donc on obtient une note de 16 sur 20 pour Micronic, et ici je vous mets également le tableau récap de la checklist. Donc vous pouvez faire pause si vous avez envie de lire les différentes réponses aux différentes questions, mais globalement vous retrouverez la vidéo qui explique ma checklist sur la chaîne et je vous mettrai également un lien, un Google Sheet qui vous redirigera vers la checklist. Donc ici on obtient 2,5 sur 10, donc c'est vraiment mauvais. Et juste avant de passer à la suite, un petit tour sur l'application IQ Invest et ici on est sur Micronic. On va pas revenir sur tous les ratios, mais évidemment tous les graphiques que je vous ai montrés proviennent de l'application. Pour moi, les deux gros points noirs, ce sont la croissance des analystes sur les 5 prochaines années et également les 2 coupures du dividende qui ont eu lieu en 2017 et 2020. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros red flag. En plus, on n'a pas forcément de rachat d'actions. On a des marges qui sont plutôt stagnantes, voire en diminution à long terme. Et on a des retours sur capitaux qui ont également été fortement impactés par les acquisitions de ces dernières années. Si on regarde dans l'onglet évaluation, vous allez voir qu'en plus de tout ça, l'entreprise malheureusement est super chère. En tout cas, moi je la trouve vraiment surévaluée par rapport à ce qu'elle peut offrir. Déjà puisqu'on a des prévisions de croissance qui sont très faibles, mais même en mettant des prévisions de croissance beaucoup plus élevées que les prévisions prévues, si on met 10% par an par exemple et un PE de 15, on obtient seulement 4,47% de rendement par an. Et vous pouvez voir qu'en fait le PE de l'entreprise est assez élevé, il est à 20 aujourd'hui, donc vous pouvez me dire oui mais c'est pas forcément super élevé par rapport à d'autres entreprises des semi-conducteurs.
Oui, mais ici on doit rappeler quand même qu'il s'agit d'une entreprise suédoise, donc forcément on a moins de premium qu'une entreprise américaine, et en plus de ça c'est une entreprise qui n'a pas un futur extrêmement radieux, puisque la croissance des analystes, comme on l'a vu, est plutôt faible. Et en plus de ça, on a un autre red flag qui est la coupure du dividende. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique de PE ici, si on se met sur les 10 dernières années, en fait, on s'aperçoit qu'avant 2020, l'entreprise était plutôt valorisée autour de 10 de PE. Donc plutôt correct pour une entreprise industrielle, mais du coup ça fausse la médiane puisqu'on voit qu'on a une médiane à 21, mais le problème c'est que le ratio PE a été extrêmement élevé de 2020 à aujourd'hui avec une forte hausse pendant toute l'année 2023-2024 atteignant des niveaux assez ridicules de presque 40. Donc du coup, personnellement, j'aurais tendance à être plutôt conservateur sur le ratio PE de l'entreprise et plutôt à le considérer au niveau des 15, c'est-à-dire son niveau d'avant le Covid, son niveau d'avant l'emballement des marchés. Donc concrètement, si on prend cette hypothèse-là, on est vraiment en dessous du prix actuel avec un prix juste à 271 couronnes suédoises. Et même si on met un ratio de 20, à savoir le ratio actuel, c'est un petit peu mieux, mais on arrive toujours à une entreprise surévaluée avec une marge de sécurité négative. Et si on prend en compte la croissance estimée des analystes et qu'on met même quelque chose de plus positif, à savoir 5, on est encore plus surévalué aujourd'hui. Et si en plus on met 5 et 15, alors là c'est une catastrophe puisqu'on a carrément un rendement négatif sur les 5 prochaines années. Donc globalement l'entreprise est beaucoup trop chère aujourd'hui. Pour conclure, donc on a une note de qualité de 16 sur 20. On a une note via la checklist de 2,5 sur 10, donc ici c'est vraiment mauvais. On a un rendement au prix de 3,52% selon mon hypothèse et un prix juste de 260 couronnes suédoises. Donc c'est bien évidemment non pour moi, l'entreprise dans tous les cas ne répond pas à ma checklist et en plus je suis largement exposé à ce type d'industrie par le biais d'ASML et Applied Materials, donc je ne vois pas du tout l'intérêt en fait de rajouter ce type d'entreprise à mon portefeuille, d'autant que je trouve que l'entreprise a vraiment des problèmes comme la croissance des analystes qui n'inspire pas du tout confiance pour les prochaines années, mais également le dividende, pour moi ça c'est un gros red flag. Également je préfère des entreprises qui font des rachats d'actions et en plus de ça elle est beaucoup trop chère, donc dans tous les cas pour toutes ces raisons je ne me positionnerai pas sur Micronic et elle ne rentrera pas dans ma watchlist. Donc on va continuer la recherche sur PEA pour trouver une nouvelle entreprise dans laquelle investir. Je vous ai donné les noms des prochaines entreprises, on va avoir Alten notamment, on va avoir également Lotus Bakeries, Robertet Investor AB, bref pas mal de beau monde à analyser, mais j'ai le sentiment que tout va être beaucoup trop cher. Je sais déjà par exemple que Lotus Bakeries est à des niveaux de valorisation qui sont complètement débiles pour une entreprise qui fabrique des biscuits. Et juste avant de conclure, je vous rappelle que vous trouverez sur mon site internet une page parrainage avec des liens et des codes de parrainage pour ouvrir un compte titre ou un PEA chez les meilleurs courtiers du marché. Vous pouvez gagner pas mal de bonus, il y a notamment Fortuneo et Interactive Broker qui sont assez intéressants à ce niveau-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne IQ Invest si ce n'est pas déjà fait et également à la chaîne du podcast Focus Fondamental. Vous le retrouvez sur YouTube mais sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas également de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Micronic AB. Est-ce que c'est une entreprise qui vous intéresse ou pas du tout? Et quelles sont les entreprises que vous aimeriez que j'analyse sur PEA prochainement? Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!